Bonjour, journal du geek belge du 25 avril 2021. Je vais parler de 12 chacals, de décadence, de précogs et de kangou. C'est parti. Alors j'ai entamé le tome 2 des nouvelles complètes de Philippe Cadic. C'est là ça atteint le moment où il parle de précox, de psy, d'anti-psy, de trucs comme ça. J'avoue que j'accroche moins à ces idées-là, donc j'ai plus de mal. Cela dit, bon, ça reste du Philippe Cadic, quoi. Mais bon, voilà, j'ai un peu plus de mal. Je le lis plus lentement, donc voilà. Autre autre truc où j'ai un peu plus de mal, c'est cet album-là du Concombre Masqué, qui est pas son meilleur, hein. Il n'était pas à son meilleur niveau. Ça reste du Concombre Masqué avec son lot d'absurdité. Mais bon, voilà, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Eh ben bon, moi je suis un complétiste. J'aime bien lire même ce qui est mineur, ce qui n'est pas totalement réussi. Dans les achats, les trouvailles, c'est sur internet parce que dans les vides-greniers, il n'y a toujours pas, hein. C'est cet album-là de Tardy qui était sorti chez les Humanoïdes Associés. Donc c'est vraiment dans la première période des Humano. Donc c'est un album broché et agrafé. Mine de rien, quand c'est agrafé, ça tient mieux qu'un dos carré mal collé, comme ils en feront plus tard. Là, c'est l'histoire de Polonius dans un, je sais pas, dans un style, une civilisation style antique, grecque, romaine. Je sais pas, je connais pas assez, mais totalement décadent. Par contre, c'est la décadence totale. C'est noir, noir, noir. C'est sans espoir. Et la fin, ouais, c'est vraiment une fin, quoi. Ça peut pas bien se finir. Et oui, vaut mieux achever la dette, hein. Et mais bon, j'avais eu la chance de trouver ça dans des vieux métal hurlants. L'histoire m'avait fasciné. Et à la fin, oui, la fin, ça se termine pas bien, mais ça pouvait pas être autrement. Et oui, c'est presque un soulagement que ça se termine comme ça. J'ai voulu m'enseigner sur le Picaret, là, qui est le scénariste. Tardy, on va pas le présenter, hein, tout le monde connaît. Mais Picaret, j'ai fait des petites recherches sur internet, et rien. Il a fait deux trois trucs avec Nicolet dans comment ça s'appelle dans Metal Hurlant. Il a fait cet album-là. Il n'y a pas eu de suite avec Tardy. Tardy ne va pas s'attarder à Metal Hurlant parce que en fait c'est pas vraiment son truc, quoi. Donc voilà, petite curiosité de chez Tardy. L'album a été réédité par contre plusieurs fois. Mais bon là, moi je suis amoureux des humanoïdes associés de Dionnet, donc l'occasion s'est présentée pour l'avoir. Cette collection-là, des premiers albums de chez Metal Hurlant, ça m'a donné envie de parcourir celui-ci. Donc, c'est le premier Corben sorti chez Metal Hurlant. Donc, ça a l'avantage d'être un plus grand format que le journal lui-même. Donc, comme le Tardy,
on a de plus grandes images. Donc c'est les premiers travaux de Corben en noir et blanc. Ça reste pas mal. Et les histoires, c'est un petit côté conte, mais avec du sexe et du sang. Hein, quand une tête est écrasée, on le montre, on le cache pas. Par la suite, cet album-là va être réédité, mais avec une deuxième histoire différente que celle-ci. Donc là, le Oteg ne sera pas repris dans l'édition suivante. Ce sera une édition mise en couleur, mais de mauvaise couleur. Donc c'est pas plus mal de l'avoir en noir et blanc. Voilà, c'est joyeux, hein, comme du Corben. Toujours dans cette collection-là, moi quand je trouve un album, j'adore tellement les humanos et puis la mise en page que quand je tombe sur un, je le prends quand c'est pas cher. Alors, Psychorock de Macedo, c'est Bab's Power, quoi, Baba Cool Power. Hein, c'est. Est-ce que j'essaie de le lire? Non, je crois pas. L'originalité, c'est que c'était fait avec l'aérographe. C'est oh là 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 là. C'est sacrément mal vieilli. C'est une espèce de mysticisme baba cool, pas terrible. Moi, je crois que le dessinateur a fini dans une secte. Enfin, moi, c'est pas. Donc voilà, c'est vraiment pour l'objet, quoi. Parce que non, j'arriverais pas à lire ça, quoi. Donc c'était original. Donc Dionnet l'a pris. Hein, c'est dans les premiers albums aux Humanos. Et bon, c'est parfaitement oubliable. On va pas s'attarder là-dessus. Point de vue musique, j'ai réécouté Yann Dury. Hein, Yann Dury, sa particularité, c'est qu'il a eu la poliomyélite à 7 ans, ce qu'il a il a une jambe atrophiée, il est plus ou moins à moitié paralysé. Donc c'est ce qui fait que il a une énorme tête pour un corps qui est resté menu, quoi. Donc il est connu pour avoir fait la fameuse chanson qui est connue, ultra connue, qui est devenue Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Voilà, qui est en première partie de la deuxième face. Et cette chanson-là a fait tellement scandale en Angleterre qu'elle n'a pas été mise sur l'album. Donc là, c'est le pressage français. C'est comme beaucoup de Français ne connaissaient pas l'anglais, ça posait pas de problème. Donc il a été mis sur le 33 tours. Mais comme la pochette du disque a été mise l'original fait par les Anglais, elle n'est pas créditée sur la pochette du disque. Donc Sex and Drugs and Rock'n'Roll, c'est lui qui a fait cette chanson-là, qui est vachement connue. Alors cet album-là fait un grand malentendu, parce qu'on croit que Yann Dury fait du punk rock, mais pas du tout. Il fait du pub rock. C'est ce qui a précédé le punk en Angleterre. Donc le pub rock, c'était une réaction par rapport aux super groupes des années 70 qui étaient Yes, Genesis, comment ça s'appelle, King Crimson, tous ces trucs-là qui étaient
ouais, du progressive rock vachement compliqué, pas simple à écouter, une chanson par face, des dieux de la guitare. Les Anglais en avaient ras-le-bol quoi, de tout ce type de rock ouais, gonflé à l'hélium. Quoi. Ça planait, ça les cassait les pieds. Donc ils en avaient ras-le-bol. Et là, bon, bah, c'était chanté avec de la gouaille, avec de l'humour, gentiment moqueur. Hein. Et les autres albums, celui-là avait une consonance, je dirais punk, parce que ça déménage sur la musique, mais c'est un petit côté funky quand même. Et puis bon, bah, un rock un peu passe-partout, qui était un rock simple qu'on pouvait trouver dans les pub rock, ce qui changeait d'écouter du rock dans les stades où on ne pouvait plus qu'écouter ça dans les stades avec les grands dinosaures du rock, comme on a fini par les appeler, tellement bah, le rock ouais, était devenu un peu trop pédant quoi, pour les Anglais. Donc j'ai eu l'occasion de lire une bio de cet homme-là. Il en sort pas grandi quand même. Hein. Ouais, bah, du fait de sa polio, bah, il était un peu mis au banc de la société et il a développé une hargne pour savoir se défendre. Quoi. Mais ça l'a rendu un peu, ça l'a rendu comme un petit dictateur avec son groupe, les Blockheads. Bon, malheureusement, il aura une fin assez pathétique parce que bon, en 2000, il aura un cancer, il va dépenser des fortunes pour essayer de se soigner sur des thérapies pas terribles, quoi. Enfin, est-ce que c'était du charlatanisme ou des essais non concluants? Donc, il va essayer de sauver sa peau, mais il n'y arrivera pas, quoi. Alors, reste ces disques, quoi. Après, faut les écouter pour se faire une opinion. Moi, j'ai écouté celui-là pendant des années avant de découvrir les autres. J'étais tellement étonné par les autres musiques qu'il a fait que bah, j'ai eu vachement de mal à m'y mettre. Mais bon, moi, j'ai redécouvert et j'ai compris quoi, qu'il n'y avait pas que cet album-là. Quoi. Il n'était pas représentatif de ce qu'il faisait. Voilà. Donc, autre lecture, bah, j'ai encore lu du Bob Moran. Je vous montrerai pourquoi dans pas longtemps. Donc Bob Moran, il a été bah, un peu dans le journal pilote d'ailleurs, hein, en tant que BD, et même en tant que texte, parce que Bob Moran, bah, c'est des romans jeunesse. Donc là, c'est dessin de Gerald Forton. Euh, Gerald Forton, ouais, je sais pas, j'ai une sensation un peu de vide dans le dessin, je sais pas, je sais pas pourquoi. Bon, ça paraissait aussi dans un autre journal, pas, pas de bande dessinée du tout, quoi. Je me rappelle plus lequel. Et puis Bob Moran, ça aussi été dessiné par William Vance. Alors Vance, alors j'ai franchement du mal, quoi. Ces dessins sont faits à la serpe, c'est vachement anguleux, Vance, j'ai toujours du mal, quoi. Donc les histoires sont assez légères, quoi. C'est de l'action, le sujet, ouais, ok. Donc on voit Miss Ilang Ilang qui aura peu de rôle là-dedans. Et ouais, c'est BD bah, plutôt moyenne quand même. Hein.
Et je parle de Bob Moran parce que j'ai trouvé ceci sur internet pour le prix de 2 albums et demi de, de maintenant, quoi. Donc, une somme très raisonnable pour un album de 1960 avec un joli dos de toilette rouge de l'époque. Donc, l'oiseau de feu. J'avais eu cet album là il y a des années, mais je connaissais pas du tout, je l'avais pas gardé et je l'ai beaucoup regretté. Donc, premier album de Bob Moran, dessiné par Dino Atanasio et je l'ai lu. Et je l'ai lu. Et je l'ai lu. Ouh, aïe, aïe, quoi. J'ai trouvé le dessin quand même bien moyen. Avec des erreurs de perspective, des bizarreries par-ci par-là. J'ai trouvé ça assez limité. Je me dis, oh, bah, Dino Atanasio, quand même. Dino Atanasio, il a fait pas mal de BD, certaines qui sont plutôt du gros nez, quoi. Et puis, je me dis, ouais, bah. Côté style réaliste, bon, il doit pas bien se débrouiller. Bon, on reste cet engin qui est assez sympa, qui est très rétro-futuriste maintenant. Et voilà, quoi, point de vue dessin. Point de vue scénario, ça a 62 pages, ils auraient pu mettre ça sur 45 pages, ça aurait été pas plus mal. Ça aurait été même mieux. Parce que bon, bah, il y a des redites, des choses qui auraient pu être évitées, quoi. Et bon, bah, c'est moyen, quoi. Très moyen, même. Je le recommanderais pas. Et je me dis, merde. Alors, en roman, j'en ai lu quelques-uns, ça me semblait pas nettement mieux, quoi. Et bah, pour vérifier, et ben j'en ai lu un là, tout de suite après. Oui, effectivement, c'est nettement mieux en roman jeunesse. Alors c'est des petits romans, ça fait 150 pages. C'est écrit. Est-ce que c'est écrit gros? Oui. Ça se lit vite fait, tant mieux, parce que c'est fait pour ça, quoi. Faut en lire plein. C'est du quantitatif Bob Moran, c'est comme Santonio, faut en lire plein pour apprécier, je dirais. Et bon, bah là, j'étais rassuré, hein, parce que je me suis dit, oula, Bob Moran, est-ce que j'achète ça par mimétisme, parce que ça se collectionne, parce que je suis pas sûr de mon fait, hein. Est-ce que. Ouais, c'est pas par opportunisme que je lis ça. Et j'ai lu celui-là et. Ah non, ça va, j'apprécie. Et alors, après, j'ai fait des recherches un peu sur Dino Atanasio, en me disant, ouais, c'est quand même très moyen comme dessin, quoi. Et puis comme scénario aussi. Mais bon, bah, j'ai fait des recherches sur internet parce que Dino Atanasio, c'est pas mon truc. Il a fait du Modeste et Pompon, et puis en fait, en dessin réaliste, style Bug Danny ou un truc comme ça, non. Et il touchait sa plume, quoi. Donc, je suppose, hein, que c'était fait très vite. Ça devait être rapidement dessiné, rapidement fait. Henri Vernès, qui est l'auteur de Bob Moran, est-ce qu'il a vraiment fourni un scénario ou un simple feuillet avec le sujet, un synopsis? Je sais pas. Mais bon, en BD, je pourrais pas recommander. En petit bouquin, si. Hein, moi personnellement, je trouve ça pas formidable.
J'ai pas lu ça quand j'étais gamin, donc j'ai pas de nostalgie. J'ai pas de nostalgie. Et on sait, voilà, bah, c'est un joli objet, mais voilà, il y a mieux. Mais par contre, les petits bouquins, voilà, ce petit design désuet, c'est franchement chouette. Honnêtement, je connais mal Bob Moran. Bah, j'étais mal parti déjà parce que Bob Moran, j'ai connu ça par une parodie. J'étais fan de Yann et Conrad à l'époque. Ils avaient sévi dans le journal Spirou. Bon, ils ont fini par se faire virer. Et ils ont fait cette parodie de Bob Moran, donc Bob Maron. Hein. Donc Bob Moran et son complice Billy Ballantine, ils en ont fait un couple homo, carrément. Et bon, bah, bon, donc ça se moque de Bob Moran, mais moi je captais rien parce que je connaissais pas Bob Moran. Donc cette histoire-là, ça peut être très rigolo. Donc Yann, j'étais fan de son dessin déjà à l'époque. Hein. J'en avais parlé pour les hautes pages de Spirou. Voilà. Et donc par la suite, ils vont faire une réédition de ces deux albums-là, en reprenant d'ailleurs le design hein, de Bob Moran. Les couleurs et tout ça. Je me suis accompagné de musique avec tout ça, donc notamment avec Crowded House, qui est un groupe, non pas australien justement, néo-zélandais, qui par la suite a été en Australie pour étendre son succès, pour après atterrir en Angleterre et puis jusqu'aux États-Unis par la suite. En France, on l'a connu justement par ce succès qui est Don't Dream It's Over, qui est peut-être un slow un peu rapide, mais un slow, je dirais. Donc, ça a poussé ma curiosité. Crowded House est issu de la fin d'un groupe néo-zélandais qui s'appelait Split Enz. Je ne sais pas si ça a été franchement connu en France, mais je sais que ça existe. Il y a donc dans Split Enz deux frères, Tim Finn qui a fait Split Enz, qui a fondé Split Enz, et par la suite a rejoint son jeune frère Neil Finn, qui est lui un bon compositeur qui a fini par imposer pas mal de titres sur la fin de carrière de Split Enz. Et quand ce groupe-là a terminé, eh ben, ils ont fait Crowded House. Hein, le nom a changé parce que ils ont eu comment ça s'appelle, un contrat aux États-Unis et ils voulaient d'un autre nom de groupe. Donc, comme ils étaient coincés dans une toute petite maison, bah, voilà, c'est Crowded House qui a été choisi comme nom. Donc, ils ont fait un premier album donc avec Don't Dream It's Over. Moi, à force d'entendre ce morceau-là, bah, j'ai eu la curiosité d'écouter le premier album. Et là, waouh! Des arrangements très riches, c'est très mélodique. Bah, on pense aux mélodies style Beatles, tous les groupes 60s, un peu Kings, un peu dans ce sens-là. Bon, bah, c'est des néo-zélandais. Et
ils font exception dans mes goûts parce qu'ils font des slows. En général, moi, je suis franchement pas slow. Hein, ceux de Bowie, enfin, j'aime pas. Enfin, c'est rare quand ça trouve grâce à mes yeux. Eux, c'est l'exception. Chanson douce, chanson lente, Into Temptation, j'en ai des frissons. C'est super. C'est du rock bien riche, bien mélodique, comme j'aime, quoi. Non, ça c'est le troisième album. Ouais, c'est ça. Alors celui-là, ouais. Ouais, je recommande. Le quatrième album aussi. Hein. Et bon, bah, ils vont finir par se séparer. Hein. C'est le destin. Donc, ce qui est bizarre, c'est que les frères vont se séparer, se retrouver. Enfin, Tim Finn fait une carrière solo, mais à l'occasion de cet album-là, Nell Finn devait lui filer des chansons qui ont été réintégrées dans Crowded House, où le grand frère a intégré le groupe. Hein, il est là. Sauf que il le réintègre de manière éphémère. Et par la suite, ils vont faire des disques juste tous les deux. Enfin, il y a une espèce de mille et mélo, ça bouge pas mal. Le batteur par la suite va mourir, va se suicider. Une fois que le groupe soit séparé, le groupe va se retrouver, va recommencer. Enfin, c'est très, c'est plein de rebondissements, mais ouais, les albums, waouh, j'adore moi. Donc voilà, je pense que j'ai fini pour cette fois-ci. Hein. Donc pour mes 15 auditeurs, hein, voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Alors je dis ciao et à la prochaine.